31 mai 2006, Stockholm. Un serveur qui tourne dans une petite pièce devient la machine la plus recherchée au monde. Cette machine fait fonctionner une plateforme qui aurait fait perdre des milliards à Hollywood, The Pirate Bay. Ce même matin, 53 policiers armés mènent une descente dans un centre de données. Les portes sont défoncées, les serveurs sont démontés, les disques sont saisis, tout est détruit. Vers midi, l'annonce tombe. Le site a été fermé. La plateforme utilisée par 25 millions de personnes par jour n'existe plus. Mais 72 heures plus tard, The Pirate Bay revient, comme si personne ne l'avait jamais touché. Sur la page d'accueil, une image apparaît. Un navire pirate tirant sur le panneau « Hollywood ». Et c'est là que le vrai problème commence. Parce que le site n'a pas disparu, il est revenu plus fort. À partir de ce moment-là, il ne s'agit plus simplement d'un site web. Il s'agit de cette question. Si vous n'arrivez pas à fermer ça, contrôlez-vous vraiment Internet? Et comment 3 jeunes hackers ont-ils réussi ça? Stockholm, 2001. Une petite pièce, des câbles au sol, un ordinateur qui tourne sous le bureau et le bruit d'un ventilateur qui ne s'arrête jamais. La personne assise dans cette pièce n'a que 19 ans. Son nom, Gottfried Svartholm. Mais Internet va bientôt le connaître sous un autre nom, Anakata. Pendant des heures, il reste devant son ordinateur, écrit du code, met en place des systèmes et surtout, essaie de comprendre comment Internet fonctionne réellement. Mais ce n'est pas seulement la technologie qui l'intéresse, le contrôle. Qui peut partager quoi? Qui peut voir quoi? Et qui a le pouvoir d'en décider? En 2003, il n'est déjà plus seul. 2 personnes sont à ses côtés, Fredrik Ney et Peter Sunde. Ensemble, tous les 3 lancent un petit projet. Au départ, ce n'est qu'un essai, un simple système de suivi BitTorrent. Mais l'idée est très claire. Il n'y aura aucune barrière, aucun contenu ne sera filtré et aucune trace ne sera conservée. Au début, personne ne les prend au sérieux. Mais le système commence à se propager. Pas lentement, très vite. En 2004, le projet a désormais un nom, The Pirate Bay. Et le nombre d'utilisateurs augmente rapidement. Des milliers, puis des dizaines de milliers. Les gens partagent tout, des films, de la musique, des logiciels, même des livres. Et tout ce trafic passe encore par un seul point, ce petit serveur dans la chambre de Gottfried. Et c'est précisément là que les choses commencent à changer. Parce que ce n'est plus un petit projet. Cela devient quelque chose qu'on ne peut plus contrôler. Tout grandit très vite. Mais comme tout ce qui grandit, cela commence à attirer l'attention. Hollywood finit par le remarquer et le premier coup part. Une lettre de mise en demeure envoyée par DreamWorks. La demande est simple. Retirer les torrents de Shrek. En temps normal, c'est ici que l'histoire se terminerait. La plupart des sites reculeraient à ce moment-là, supprimeraient le contenu et disparaîtraient discrètement. Mais cette équipe est différente. Gottfried Svartholm rédige la réponse. Et cette réponse entre dans l'histoire d'Internet. La Suède n'est pas un État des États-Unis. Selon la loi suédoise, il n'y a aucune violation. Et franchement, vous racontez n'importe quoi. Ce n'est pas seulement un refus, c'est un défi lancé ouvertement. Et c'est là que survient la première rupture. Parce qu'au lieu de reculer, The Pirate Bay publie cet échange tel quel sur le site, à la vue de tous. Le résultat, une explosion. Le trafic du site est multiplié du jour au lendemain. Les gens ne viennent plus seulement pour le contenu, ils viennent pour l'attitude. Chaque menace judiciaire devient une publicité gratuite pour eux. Chaque attaque fait grandir encore davantage le site. En 2005, le paysage a complètement changé. Ce n'est plus une petite communauté, c'est un réseau mondial. Des millions de personnes sont connectées en même temps. Le système ne s'arrête pas. Et le détail le plus critique est le suivant. La majeure partie du code qui fait tourner cette structure est encore écrite par une seule personne, Gottfried. L'interface est simple, presque vide. Une barre de recherche, un logo et un contenu illimité. Mais ce qui se construit en arrière-plan est bien plus dangereux. Chaque nouvel utilisateur rend le système plus fort. Chaque fichier téléchargé crée une nouvelle copie. Chaque partage construit une structure plus difficile à détruire. Ce n'est plus un site web, c'est un système qui s'étend de lui-même. Et à ce stade, Hollywood comprend une chose. Tout cela est en train d'échapper à tout contrôle. À présent, tout le monde le voit. Ce n'est pas simplement un site internet, c'est une structure impossible à contrôler. La Motion Picture Association of America observe la situation.
et sa patience arrive à bout. Poursuivre les utilisateurs un par un ne fonctionne pas. Essayer d'effrayer ceux qui téléchargent ne fonctionne pas. Parce que le problème, ce ne sont pas les gens. Le problème, c'est le système lui-même. Et ce système a une adresse, la Suède. À l'approche de 2006, la pression augmente. Mais cette fois, c'est différent. Ce n'est plus seulement une guerre entre entreprises. Hollywood commence à s'adresser au gouvernement. Les canaux diplomatiques entrent en jeu. Appels téléphoniques, emails, réunions à huis clos. Le message est clair, fermez ce site. La Suède n'intervient normalement pas dans les affaires d'Internet. Mais cette fois, la situation est différente. La pression vient de l'extérieur et elle ne cesse de grandir. Le gouvernement ne recule pas, mais il cesse aussi de garder le silence. Quelque chose commence à se préparer. Et en plein milieu de tout cela, Gottfried Svartholm reçoit un appel. Quelqu'un qu'il connaît dans le secteur des télécommunications. Une phrase courte. La police va passer à l'action. Ce n'est pas une rumeur, c'est réel. Il appelle immédiatement les autres. Fredrik Neij, pas de panique, parce qu'ils ont déjà envisagé ce scénario. Le plan est prêt. Et ce plan est simple. Sauver le système, pas le matériel, les données. Toute la base de données a déjà été déplacée hors de Suède, chiffrée, prête, en attente. Le pays de destination, les Pays-Bas. Si le système principal tombe, The Pirate Bay sera reconstruit, en quelques heures, peut-être même plus vite. Parce que depuis 2 ans, Gottfried travaille sur une seule chose, faire en sorte que ce système puisse renaître n'importe où. Il ne s'agit plus d'un serveur, ni d'un pays, ni d'une entreprise, mais d'une idée. Et la police ne le sait pas encore. Elle se prépare à enfoncer la porte, mais quand elle entrera, il sera déjà trop tard. 31 mai 2006, 5h47, Stockholm. La première porte est défoncée, la police entre. La cible est claire, les gestes sont précis. Personne ne parle. Au même moment, des descentes sont mêlées dans 10 lieux différents. Tout se joue en quelques secondes. Dans la salle des serveurs, les lumières sont allumées. Les racks métalliques sont pleins, les machines tournent, le système est actif. Et soudain, tout s'arrête. Les câbles sont arrachés, les serveurs sont coupés, les disques sont retirés. Un par un, rapidement, méthodiquement. Tout le matériel part dans des sacs de preuves. Les personnes qui travaillent sur place se figent. Personne ne comprend vraiment ce qui se passe. Mais tout le monde ressent la même chose, c'est la fin. Au même moment, Gottfried Svartholm et Fredrik Neij sont placés en garde à vue. Ils sont conduits dans des pièces séparées. Les heures passent. 11 heures. La télévision suédoise interrompt ses programmes. Le plus grand site pirate du monde a été fermé. La police se présente devant les caméras. La déclaration est courte, ferme, claire. Une importante organisation criminelle a été démantelée. Hollywood est satisfait. Les procureurs sont sûrs d'eux. Les médias sont convaincus. La partie est terminée. Tous ceux qui essaient d'ouvrir le site voient la même chose. Un message d'erreur. Aucune connexion. Les forums du monde entier s'enflamment. Les gens paniquent. Une foule se rassemble à Stockholm. Drapeau pirate, slogan « Free the Bay ». Mais à cet instant, personne ne sait ceci. Ce n'est que la partie visible. Parce que la police a saisi la mauvaise chose. Les serveurs ont disparu. Le matériel a disparu. Mais le système, il n'était déjà plus là. 2 juin 2006, minuit. Une petite rumeur commence à circuler sur Internet. Le site est revenu. Au début, personne n'y croit. Puis quelqu'un essaie, actualise la page et ça charge. The Pirate Bay est de retour. Seulement 72 heures plus tard, comme si rien ne s'était passé. Mais cette fois, c'est différent. Une nouvelle image apparaît sur la page d'accueil. Un navire pirate tirant sur le panneau Hollywood. Ce n'est pas un simple retour, c'est un message. Vous ne pouvez pas nous arrêter. Alors comment cela a-t-il été possible? La réponse est simple, et tout aussi dérangeante. Pendant la descente, la police a pris les serveurs, mais pas les données, parce que les données avaient déjà été déplacées dans un autre pays, les Pays-Bas. Tout le système était prêt là-bas, sauvegardé, chiffré, en attente. Dès que la descente a eu lieu, le plan s'est activé. Le DNS a été modifié, les serveurs ont été relancés et le système a recommencé à fonctionner. 72 heures, c'est tout ce qu'il a fallu. La police a pris le matériel, mais elle n'a pas pu toucher à ce qui comptait vraiment. Le code, les données et la communauté. Peter Sunde se présente devant la presse. Calme, détendu, presque amusé. Ils n'ont pas fermé le site, dit-il. Ils nous ont seulement aidés à grandir. Et c'est exactement ce qui se passe.
Après la descente, le trafic explose. Le double, puis le triple. Le site s'effondre, mais pas à cause de la police, à cause des utilisateurs. Des millions de personnes essaient d'y accéder en même temps. En coulisses, Gottfried Svartholm et Fredrik Ney travaillent presque sans arrêt. Pendant des heures, peut-être des jours, juste pour maintenir le système en vie. Hollywood voulait détruire ce site, mais sans s'en rendre compte, il l'a rendu plus fort. Et maintenant, tout le monde voit une chose. Ce n'est pas un site web, c'est un système indestructible. Après la descente, tout change, mais pas comme on l'attendait. The Pirate Bay ne rétrécit pas, il grandit encore davantage. Il n'y a plus un seul serveur, plus un seul pays, plus un seul centre. Le système se divise, se multiplie, se disperse. De nouveaux serveurs en Europe, des copies en Asie, des sauvegardes dans différents pays. Le même site fonctionne à plusieurs endroits en même temps. Le code est réécrit, plus flexible, plus rapide et surtout capable de fonctionner partout. Dans une interview, on demande à Fredrik Ney « Que ferez-vous s'il y a une nouvelle descente ?» Sa réponse est courte, claire. « Nous sommes déjà dans d'autres pays. » Ce n'est plus un plan, c'est une stratégie. Pour fermer ce système désormais, il ne suffit plus de viser un seul point. Pendant ce temps, The Pirate Bay ne reste pas silencieux. Il publie le mandat de perquisition de la police sur le site. Mais pas tel quel. Ils y ajoutent des notes, moqueuses, provocantes, bonne chance, essayez encore un peu. Ce n'est plus seulement une guerre technique, c'est une guerre psychologique. Et le public, les utilisateurs, choisit son camp. Les dons commencent à arriver. Le soutien grandit. Le trafic augmente. 30 millions de visites par jour. Le système qui avait commencé dans une petite pièce fonctionne désormais à travers les continents. Et à ce stade, les grandes entreprises comprennent quelque chose. Si même une descente menée par un État ne peut pas arrêter ce système, rien ne le peut. Des réunions sont organisées. Les avocats entrent en jeu. De nouveaux plans sont préparés. Parce que désormais, la cible change. Plus les serveurs, les personnes. Stockholm. Cette fois, aucune porte n'est défoncée. Mais autre chose commence, le procès. 4 hommes sont assis dans la salle d'audience. Gottfried Svartholm, Fredrik Ney, Peter Sunde, Carl Lundström. Mais l'image est étrange. Personne ne panique, personne n'a l'air effrayé, comme s'il n'était pas dans un tribunal, mais sur une scène. En face, c'est un tout autre monde. Hollywood, les grandes entreprises, des armées d'avocats. L'accusation est claire. Avoir aidé à des millions de violations du droit d'auteur. Mais la défense est bien plus intéressante. Nous n'hébergeons rien. Nous ne faisons que fournir des liens. Autrement dit, selon eux, The Pirate Bay n'est pas une machine criminelle, c'est un moteur de recherche. La salle d'audience est pleine. Des journalistes, des caméras, le monde entier regarde. Et à un moment donné, quelque chose change. Le procureur tente d'expliquer le fonctionnement du système BitTorrent, mais il l'explique mal. Gottfried l'interrompt, le corrige. Rire dans la salle. Un petit instant, mais un instant très important. Parce qu'ici, quelque chose devient visible. Le droit ne comprend pas totalement la technologie. Les procureurs présentent des graphiques montrant des milliards de dollars de pertes, des courbes, des chiffres, des estimations. Mais de l'autre côté, il y a des gens, des utilisateurs. Ils envoient des lettres. Ce site m'a permis d'étudier. J'ai regardé des films que je ne trouvais nulle part. J'ai eu accès à des livres. Le procès n'est plus seulement une affaire judiciaire. Il devient un débat. À qui appartient l'information? Qui détient le contrôle? Et Internet, à qui appartient-il? Peter Sunde partage le procès en direct. Il écrit des billets de blog. Les gens suivent chaque jour ce qui se passe. Et sans même s'en rendre compte, le procès lui-même devient une partie de leur contenu. Mais à mesure que le verdict approche, une seule question demeure. Ce système peut-il être arrêté dans une salle d'audience? 17 avril 2009. La salle d'audience est pleine. Des gens restent debout. Tout le monde attend la même chose, le verdict. Le juge commence à parler, court, clair. Coupable. Les 4 accusés sont déclarés coupables d'avoir facilité la violation du droit d'auteur. Les peines sont annoncées, 1 an de prison, et ensemble, ils devront payer des millions de dollars de dommages et intérêts. Ce n'est pas seulement une décision judiciaire, c'est un message. Tout s'arrête ici. Mais ce n'est pas le cas. En quelques minutes, The Pirate Bay répond. La page d'accueil change, une nouvelle image apparaît. Mickey Mouse avec la bouche scotchée. C'est une protestation, mais pas silencieuse. Peter Sunde se présente devant les caméras, détendu, glacial. « Cette peine ne signifie rien, dit-il. C'est
Un crime sans victime. Mais il y a un détail important. Gottfried Svartholm n'est pas là lorsque le verdict est prononcé. Et cela change la direction de l'histoire. La procédure d'appel commence. Personne ne va encore en prison. Mais avec le temps, la pression augmente. De nouvelles décisions tombent, les peines changent. Mais les dommages et intérêts augmentent. À ce stade, il ne s'agit plus d'argent, c'est une guerre de symboles. La dernière porte se referme, la décision devient définitive. Il n'y a plus d'échappatoire. Les autorités passent à l'action. Mais une personne manque à l'appel. Gottfried Svartholm a disparu. Et l'histoire entre dans une nouvelle phase. L'explication officielle est simple. Gottfried Svartholm ne s'est pas présenté à l'audience. La raison, la maladie. Mais personne n'y croit, parce que la vérité est tout autre. Il a disparu. Très vite, les rumeurs commencent à circuler. Un nouveau lieu, le Cambodge. Les autres sont retrouvés. Fredrik Ney change de pays. Peter Sunde se rend. Carl Lundström purge sa peine. Mais Gottfried n'est plus là. Interpol entre en jeu. Notice rouge, recherche internationale. Les mois passent. De temps en temps, une information apparaît. Il aurait été vu dans un cybercafé, devant un ordinateur portable, silencieux, discret. Et à ce moment-là, quelque chose d'étrange se produit. Le système qui le recherche commence à ressembler au système qu'il a construit. Éparpillé, difficile à suivre, décentralisé. Certaines sources affirment qu'il travaillait avec Wikileaks. Ce n'est pas certain, mais c'est possible. Parce qu'à ce stade, il n'est plus seulement un programmeur, il est une idée. Et pendant ce temps, The Pirate Bay fonctionne toujours. Ses fondateurs ont disparu, mais le système est vivant. Un changement critique est apporté. Les fichiers torrent sont supprimés. À leur place, quelque chose de nouveau apparaît. Les liens magnètes. Un changement qui paraît minime, mais dont l'impact est immense. Parce qu'un fichier torrent est quelque chose de physique. Mais un lien magnet, ce n'est que de la donnée, un hash, un code. Ce qui signifie que désormais, il n'y a plus rien à saisir. Le système devient plus léger, plus rapide et beaucoup plus difficile à viser. À tel point que vous pouvez télécharger l'ensemble du site sous la forme d'un petit fichier et le reconstruire ailleurs. À ce stade, The Pirate Bay est devenu ceci, une structure qu'on ne peut pas détruire. Mais l'histoire ne s'arrête pas ici, parce que l'histoire de Gottfried va prendre un tournant plus sombre. 30 août 2012, Cambodge. La porte d'un appartement est défoncée. La police entre. Cette fois, la cible est claire. Gottfried Svartholm. Il est seul à l'intérieur, devant son ordinateur portable. Des canettes de boissons énergétiques vides autour de lui. Une pièce en désordre. L'image de quelqu'un qui travaille depuis très longtemps sans interruption. Il se rend sans résistance. Une fuite de 16 mois prend fin là. Sous 72 heures, il est renvoyé en Suède. L'histoire aurait pu s'arrêter ici, mais ce n'est pas le cas, parce que cette fois, l'accusation est différente. Il ne s'agit plus de piratage, cyberattaque. Les procureurs ouvrent un nouveau dossier. Les accusations sont graves. Accès non autorisé à des systèmes étatiques, fuite de données d'identité, tentative d'accès à des systèmes bancaires. Le système ciblé, Logica, une entreprise informatique liée à l'infrastructure fiscale suédoise. Les données de milliers de personnes sont en danger. Autre accusation, une tentative d'accès au système de la banque Nordea. À ce stade, l'histoire change. Il n'est plus seulement une figure d'Internet, il est une menace. Mais sa défense est claire, ce n'est pas moi, et l'explication qui suit est encore plus intéressante. Son ordinateur avait été compromis, un logiciel malveillant y avait été installé, d'autres s'en étaient servis. Je n'étais qu'un outil. Les experts confirment certains détails. Oui, il y a bien un logiciel malveillant sur l'ordinateur, mais les procureurs ne sont pas convaincus, parce que la vraie question est la suivante. Quelqu'un d'autre l'a-t-il fait, ou bien est-ce lui? Et cette question se retrouve au cœur du procès. Suède. Cette fois, la salle d'audience est différente, plus silencieuse, plus complexe, plus technique. Il n'y a pas qu'une seule accusation au centre. Il y a des données, des journaux de connexion, des horodatages, des adresses IP, des traces de logiciels malveillants. La salle d'audience ressemble presque à un laboratoire. Les experts prennent la parole. Cet accès a été effectué depuis ici. Cette commande a été envoyée depuis cette machine. Ce système a été compromis à cette date. Mais rien n'est totalement clair, parce qu'il y a deux possibilités. Soit Gottfried Svartholm a utilisé le système pour lancer l'attaque,
soit son système a été utilisé par d'autres. Et c'est là que réside le problème. Distinguer les deux est presque impossible. Finalement, le tribunal rend sa décision. Partiellement coupable. Accès à un système d'État, coupable. Attaque contre la banque, preuves insuffisantes. La peine est prononcée, 2 ans de prison, puis réduite à 1 an. Mais ce qui compte le plus, ce n'est pas la peine, c'est le message envoyé. Si le système est le vôtre, alors la responsabilité l'est aussi. À ce stade, tout semble terminé. Mais ce n'est pas le cas, parce qu'un autre pays entre en jeu, le Danemark. En 2012, une cyberattaque majeure y avait eu lieu. La cible, CSC. Ce système contient des données policières, héberge des registres de l'État et renferme les informations de millions de personnes. Et les traces ramènent une fois encore au même endroit, à Nakata. Alors qu'il approche de la fin de sa peine, une nouvelle décision tombe. Extradition, Copenhague. Un nouveau procès, et cette fois, bien plus lourd. Copenhague. Cette fois, l'atmosphère est différente. Plus dure, plus grave, et beaucoup moins tolérante. Le procès commence. Les procureurs se concentrent sur une seule chose, une intrusion qui a duré des mois. Les systèmes de CSC ont été infiltrés, des données ont été prises, l'infrastructure étatique a été violée. Et une fois encore, le même nom, Nakata. Gottfried Svartholm présente sa défense. Mais cette fois, la stratégie est différente. Cette personne, ce n'est pas moi. Il ne se contente pas de nier, il va plus loin. Il affirme que quelqu'un d'autre a utilisé son identité. L'un des autres accusés dans l'affaire va même jusqu'à dire ceci. J'ai rencontré le vrai Nakata, et ce n'était pas Gottfried. À ce stade, l'affaire devient presque une question d'identité. Mais l'accusation est solide, les preuves sont claires. Les données trouvées sur ces appareils, les journaux d'accès, les échanges, tout pointe vers la même chose. Le tribunal rend sa décision. Coupable. Peine, 3 ans et demi de prison. À l'époque, c'est l'une des peines pour cybercriminalité les plus lourdes jamais prononcées. L'autre accusé reçoit une peine plus légère. Il est libéré. Mais Gottfried reste silencieux. Aucune réaction. Parce qu'à ce stade, tout semble terminé. Mais en réalité, l'histoire n'est pas encore close. La porte s'ouvre. Gottfried Svartholm sort. Plus maigre, plus silencieux, mais toujours le même. Le Danemark veut l'expulser, mais quelqu'un l'attend dehors, la police suédoise. Encore un peu de temps, une dernière peine, et ensuite, complètement libre. Sa mère l'accueille, et elle prononce une seule phrase. La seule chose qu'il veut, c'est se rasseoir devant un ordinateur. Mais ce n'est pas là le vrai cœur de l'histoire, parce que la vraie question est celle-ci. Ils l'ont mis en prison, mais le système, The Pirate Bay fonctionne toujours, peut-être plus avec la même puissance qu'autrefois, mais il est toujours là. Site miroir, proxy, copie, adresses différentes, noms différents, mais le même système. Au fil des années, il a survécu à tout cela. Des descentes de police, des décisions de justice, des fermetures de noms de domaine, l'emprisonnement de ses fondateurs, et malgré tout cela, il n'a jamais disparu. Parce que la vérité la plus importante de cette histoire, c'est celle-ci. On ne peut pas détruire quelque chose de décentralisé. Dans cette histoire, selon vous, qui avait raison? Le système ou l'État? C'est tout pour cette semaine. Si l'histoire vous a plu, vous pouvez aimer la vidéo et vous abonner pour ne pas manquer la suite.